Bonjour Pierre. Bonjour Harry. Alors Pierre, d'abord et avant tout, merci d'être là. Merci de nous présenter ton travail. Merci de m'avoir donné la chance de découvrir de près et pas sur une photo ton travail qui somme toute est un résultat parfaitement abouti. Alors, combien d'années de peinture? Toute une vie? Comment Combien d'années de peinture? Une cinquantaine d'années. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire. Toujours dans ce type-là? Non. Non. J'ai commencé par, quand je suis sorti de l'école des Beaux-Arts de Paris, j'ai commencé par j'avais besoin de beaucoup de liberté et j'ai commencé par m'intéresser essentiellement à l'abstraction. Je trouvais que l'abstraction était très vivante et à tous les mouvements de l'abstraction. L'abstraction lyrique, l'expressionnisme abstrait, l'action painting aux États-Unis, même la peinture psychédélique américaine. Oui. Non, mais à l'époque, c'était pas... Oui. Voilà, On est d'accord. on est d'accord. Et puis, donc ça m'a nourri énormément, vraiment, mais vraiment beaucoup. Pendant une longue durée, j'ai pu expérimenter, chercher. Et puis par la suite, petit à petit, je suis revenu à la peinture dite classique, qui va de la fin du 16e, 17e, 18e, 19e. C'est large. Et là, mon travail a changé. J'ai plus travaillé l'huile, que je travaillais moins avant. Et puis j'ai beaucoup regardé, quoi. Il faut absolument regarder les grands maîtres. S'ouvrir sur la technique sans jamais copier. Exactement, sans jamais copier. On peut copier pour soi comme ça, mais sans jamais copier. Et ça, c'est, je sais pas, je pourrais parler de Rembrandt, de Goya, ce sont beaucoup d'artistes qui m'ont nourri, qui ont nourri mon imaginaire. Bah, écoute, Et aussi mon inconscient au fond. mais tu as quitté quand même la notion académique, puisque tu as fait les beaux-arts. Parce que les beaux-arts figent une méthode très académique. Absolument. Et beaucoup d'artistes, malheureusement, ne vont pas pouvoir s'ouvrir à ce que tu nous as amené. Parce qu'ils restent fermés sur une image académique, Oui. dans lequel le bras doit être comme ça, le pied doit être Voilà. comme ça. Voilà. Et, Alors, et c'est toute la difficulté de sortir de tout ça pour en arriver à quelque chose de plus... c'est tout un cheminement, c'est tout un travail. Il faut effectivement, si tu veux, effectivement, ce que tu dis, c'est très juste, c'est ce classicisme, etc. Donc, moi, quand je suis sorti, j'avais besoin de la rupture. Oui. Il fallait rompre. Et c'est pour ça que je me suis... classicisme qui a valu que les plus grands artistes du siècle dernier ont été jetés par les académies. Oui. Parce qu'ils sortaient de ce cadre académique. Oui, tout à fait. En tous les cas, on est content de voir que tu as trouvé en tous les cas ta voix. Et moi, ce que j'ai pu voir, c'est que même dans toute cette abstraction, tu as laissé quand même quelques notions de personnages, d'hurlements, de cris, voilà. Oui, tout à fait. Moi, j'avais retrouvé ça dans un autre peintre qui s'appelait Schmidt, un peintre qui était d'origine américaine et où je retrouvais comme ça. Alors, on était sur une grande toile abstraite qui peut représenter le ciel, la terre, les éruptions, etc. Et ce besoin d'y mettre un petit personnage qui rappelait que tout ça, c'est en réalité du réel. C'est ce qui se passe. Merci Pierre. Merci à toi. Mais avec plaisir. C'est bon. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour André. Alors, André Didier en un seul mot. André Didier, c'est Dana, mon nom d'artiste. Ton nom d'artiste, c'est Dana. Voilà. Ouais, on en André a. Didier, Dana, c'était ma maman qui m'appelait comme ça. ADD. Alors,
André Didier, j'ai découvert parce que jusqu'à ce que tu puisses me montrer toute l'intensité de ton travail, j'avais jamais vu encore quelqu'un me faire du collage, mais non pas du collage de pièces collées, mais d'apporter tout type de pièces pour arriver à faire un collage qui ressemble plus à un tableau qu'à un collage. Et c'est toute ta technique. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Bon, une petite quarantaine, voilà. 40 Une ans. petite quarantaine. J'ai commencé par le portrait à l'huile. Le fond était marouflé, donc collage. Et petit à petit, le collage a gagné, a envahi la peinture que j'utilisais pour faire mes portraits. Et il ne restait que du papier, de la colle et du vernis. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter la colle. Donc je n'ai plus que le papier et le vernis. Voilà. C'est-à-dire je colle avec du vernis. Direct. Et je colle des papiers de toute provenance. Et en fait, ce sont des fragments de lumière qui est complètement détourné de l'image initiale et qui redeviennent, qui ont une sorte de nouvelle vie, dans un autre décor. Voilà, c'est peut-être ce qui nous attend quand on ne sera plus là. Et alors, chaque fois qu'on voit des lignes, c'est du fil. Les lignes qu'on voit là, Ouais. c'est du fil, là en l'occurrence, mais là, ça n'en est pas. Ça peut être des papiers. Ça, c'est des dessins que ma petite fille m'avait donné, un petit dessin avec une petite. Donc je l'ai déchiré, je l'ai mis là. Alors elle m'en a pas voulu d'ailleurs. Mais enfin, elle est très fière qu'elle. Voilà, elle est dans le tableau. Ça, c'est des gens qui au téléphone font des petits trucs. Je les récupère et ça me fait des reflets dans l'eau. En fait, je pense que dans la vie de tous les jours, il y a des tas de petites images, des fragments de lumière qui peuvent avoir une sorte de nouvelle vie. C'est ça que j'ai envie de faire. Je pense que c'est aussi un message d'espoir. C'est-à-dire qu'on peut recycler finalement les choses dans des vies assez différentes. Mais tu as une Une forme de réincarnation finalement de la lumière. Tu gardes quand même une réelle maîtrise du dessin. Parce que pour reconstituer une voiture comme celle-là, je veux dire, si tu l'avais découpée telle qu'elle, je t'aurais dit, ouais, bon, bah, t'as découpé une bagnole. Ouais. Bah, faut déjà trouver un gros journal. Mais Comme ça. c'est même pas le. En fait, ça rendrait rien. C'est-à-dire que si à la place de ça, je découpe une voiture, je me suis amusé à le faire, c'est plus du tout pareil. Non, ça apporte pas. Les collagistes le font, mais les collagistes ont une démarche spirituelle, une démarche poétique, oui, et puis, qui n'est pas la mienne. Moi, je suis un peintre, en fait, sauf que j'ai pas de peinture. C'est ça. Je suis un peintre, je peins avec du papier. Voilà. Mais par contre, en ce qui concerne le dessin, effectivement, je travaille comme un peintre. Je fais une étude préparatoire qui est des fois très longue. D'accord. Je vais faire une aquarelle, je vais faire un truc, mais ce sera mon modèle que je vais ensuite agrandir. Je vais faire les fonds, je vais mettre les valeurs, je vais essayer de trouver un rythme, je vais essayer de trouver un équilibre, je vais essayer de trouver une harmonie. Toutes ces choses qu'on apprend en peinture, je les utilise moi dans la technique. Mais il n'y a pas de peinture. Voilà. Il n'y a pas de peinture. C'est la seule différence. Il n'y a pas de peinture. Et pourtant, on a l'impression que tout est peint. Voilà. En tous les cas, c'est extraordinaire de travail, de profondeur et de rendu et de résultat. Parce que parler de résultat, le résultat, il est waouh. Bravo en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Avant de commencer, d'abord, je te dis bonjour. Bonjour. Mais tu as 3 prénoms. J'ai un nom, Louis. Mais Louis, c'est ton nom de famille. Oui, André Xavier. Alors, ça pourrait être. Mon vrai prénom officiel, c'est André. D'accord. Mais comme mon père s'appelait aussi André, j'ai fait un prénom. André Xavier. André Xavier pour me distinguer de mon père. Surtout qu'à Santana, je commençais à dire le petit André. Pour me distinguer. Alors, étant ado, je le vivais mal. Donc, j'ai fait un prénom André Xavier. Pour la Sécu, pour les papiers officiels, je suis toujours André. Pour la peinture, j'ai un nom qui est Soulax. Tu nous l'as pas donné. Soulax. Ah oui, Soulax. Et alors, c'est quoi Soulax? C'est Louis et AX André Xavier. Louis à l'envers. Ah oui, Louis à l'envers. Soulax. Tu fais du verlan en fait. Voilà. Pour me dire. Soulax. Siouz. Soulax. Ben écoute,
on va faire André-Louis, André-Xavier, parce que Ouais, André-Xavier. André-Xavier. Parce que tu sais que tu aurais été aux États-Unis, on t'aurait appelé André JR. Ah bon? Bah oui, Junior. D'accord. En France, ça se fait pas, mais aux États-Unis, très souvent, il y a le premier, le deuxième s'appelle JR. Comme JR Ewing, que tu as dû connaître dans la famille Ewing. Bien sûr. Voilà. Donc ici, on parlait de peinture. Voilà, par exemple. Parlons de peinture. Donc, André-Xavier, il y a combien de temps que tu es venu à la peinture? Très longtemps, je suis venu à la peinture quand j'étais ado, quand j'étais jeune, et à l'époque, mon prof de dessin et de peinture aurait voulu que j'aille dans cette voie-là. Bien sûr, à l'époque, mes parents, qui étaient des enseignants, disaient « passe ton bac d'abord », etc. Donc j'ai fait des études, donc après ça a été un peu compliqué. Mais j'ai jamais lâché la peinture. Dès que j'avais des vacances, un moment, j'en faisais un petit peu. Alors j'en ai fait par période. C'est-à-dire j'en ai fait pendant 1 ou 2 mois, puis j'ai arrêté 10 ans, parce que j'avais un boulot quand même très prenant. Bah oui. Et donc, quand j'étais en vacances, j'avais un peu de temps. J'ai toujours fréquenté les peintres. J'en ai fréquenté des connus, des moins connus, mais je me suis intéressé. Pour ceux que je ne connaissais pas, je les connaissais à travers leurs œuvres et leur exposition ou dans la littérature. Puis j'en ai d'autres que j'ai connus, j'ai travaillé un peu avec eux et ils m'ont appris plein de choses, des peintres locaux. Je suis toujours resté, j'ai toujours gardé un lien avec la peinture que je n'ai pas pu exprimer. Et donc dès que j'ai pris un peu plus de retraite, puisque maintenant je suis pratiquement en retraite, je travaille encore un peu, et bien c'est là où je me suis mis vraiment... Et alors, question, tu as toujours été dans ce type d'abstrait? Plus abstrait. Mais au départ, tu as touché le figuratif ou pas Oui, du tout? un petit peu, quand j'étais jeune. D'accord. J'ai fait un peu de céramique, j'ai fait des choses comme ça, et c'était figuratif, effectivement. Mais je ne m'y sentais pas dans le figuratif, parce que je trouvais qu'on enfermait les uns et les autres dans une obligation, dans un cadre, et que ce cadre, ça les empêchait de s'épanouir dans le cadre, et que je trouvais que c'était important que les gens puissent s'épanouir, que peut-être l'acteur principal, c'est-à-dire le peintre, je dirais, ouvre les choses, ouvre la porte pour que chacun puisse y entrer et qu'on partage, plutôt que d'avoir l'envie d'imposer quelque chose, il fallait plutôt avoir l'envie de laisser aux autres dire et sentir et sortir de la notion académique de la peinture et s'émouvoir. pour une liberté de réflexion et d'expression. Absolument. Et alors, quand j'ai découvert ton travail, j'ai découvert surtout la matière. Parce que lorsqu'on parle d'abstrait, on a des centaines de zones d'abstrait. Toi, comme je l'ai dit hier soir, t'es pas, enfin, à ma façon de voir les choses, t'es pas complètement dans un abstrait pur. Ça non, j'en ai d'autres qui sont plus abstraits. Donc. Ouais. Et là, j'ai choisi exprès cette... D'accord. Et là, on a de la texture. Ouais. Cette texture-là, elle est de la peinture ou il y a autre chose? Il y a du sable ou des choses? Il y a du sable. Là, c'est du sable. C'est du sable que j'ai mis dans la peinture. D'accord. Oui. Et puis là, j'ai mis beaucoup de matière, ce qui m'a permis, avec un couteau, de créer tes voiles. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'origine, je ne partais pas, et pour ça qu'hier j'étais un peu surpris, je ne partais pas pour un bateau. J'ai très bien compris. Ça s'est fait en cours de route, parce que c'est vrai que, et j'en discute avec les uns les autres, on est tous assez d'accord là-dessus, on commence avec une idée, on commence avec un objectif, un but, et on arrive complètement à autre chose, parce que le tableau nous impose autre chose. Il y a des chemins qui s'ouvrent. Moi, c'est le tableau qui me fait... J'ai jamais pensé que j'allais... Souvent, je reviens à la charge. Celui-là, j'ai eu beaucoup de mal. Je suis beaucoup revenu dessus. Presque ça se voit. Pendant plusieurs années. Pas en travaillant que ça, mais d'une manière générale, j'ai du mal à être satisfait. En fait, je suis quelqu'un qui ne suis jamais satisfait. Mon entourage s'en plaint. Je me plains toujours. Et je me dis, on peut toujours faire mieux. Pour moi, c'est très difficile d'arrêter un tableau. C'est très difficile parce que je pense j'espère et j'imagine qu'on puisse toujours faire mieux.
Mais il y a pas, je crois pas qu'il y a notion de mieux. Non, mais C'est t'as une notion de peinture. Ouais, je m'exprime La notion, c'est de dire, est-ce que, en tant que peintre, à un moment donné, tu considères que ton œuvre est aboutie? Moi, quand je regarde celle-ci, pour moi, il n'y a pas un truc à rajouter. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai vu prime abord, je dis, alors, est-ce que ton bateau il coule pas, c'est un autre problème. Maintenant, on est bien sur une proue de bateau, on ressent bien les choses. Alors c'est très marrant parce que ici, C'est celui qui, à mon avis, a le plus de choses à dire. mais parce que dans celui-ci, alors, On peut voir plein de choses. il y a plein de choses, mais je sais pas pourquoi, moi je vois du Chagall. Ah bon? C'est pourtant pas mon peintre préféré. Non, mais parce que tu as des couleurs de Chagall. Oui. Tu as du blanc, tu as du bleu, l'œil. C'est vrai. Ce sont des couleurs à Chagall. D'accord, j'avais pas pensé à ça. Mais, encore une fois, je dis pas que c'est un Chagall, je dis simplement, je trouve des choses que je vais retrouver chez Non, Chagall. mais ça me touche, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est bien. Et Bon, moi, c'est vrai que je suis toujours en recherche de reconnaissance et en recherche Mais c'est bien. de progrès. Alors, ce qui est quelquefois irrite un peu mon entourage, mais dans tout ce que j'ai fait d'ailleurs, il faut toujours que j'arrive à progresser. Et c'est vrai aussi qu'en peinture, là j'ai choisi un peu dans ce domaine-là, mais j'ai des choses très différentes. J'ai pas de style. Parce que j'essaye toujours Des nouvelles choses. des nouvelles choses, des nouvelles voies, etc., etc. Ce que je ne supporte pas, c'est la toile blanche. Et la toile blanche, ça me fait peur. Et il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. C'est comme prendre un territoire, si tu veux. Il faut vite faire quelque chose, sinon tu te fais envahir. Et il y a une espèce de bataille entre la toile et moi, quoi. Alors, Et je veux gagner, bien sûr. oui, Alors, il y a ni gagnant ni perdant. perdant. Donc, c'est une opposition qui n'en est pas une. Mais j'ai quand même la possibilité de dire je le fais exister ou je le fais pas exister. Je peux très bien dire comprends. on n'existe plus. Alors, moi, je vais te donner... Mais je me bats contre. Je vais te donner une source à réflexion. Mais, encore une fois, c'est pas une imposition, c'est une source à réflexion. Quand je regarde une toile d'abstrait, d'accord? Eh bien, la notion de toile blanche, moi, c'est quelque chose qui C'est une angoisse. Non, qui m'apporte quelque chose. Non pas blanche, mais imagine que je prenne cette toile et qu'ici, au lieu d'avoir ce noir, j'aurais du blanc. Du blanc. Eh bien, pour un amateur d'abstrait comme moi, c'est ma porte de sortie. J'aime, dans une toile abstraite, trouver cette zone de confort dans laquelle j'aime tout ce qui y est, mais j'aime avoir la possibilité d'imaginer le reste. Ça, je le conçois très bien. Ben voilà. Je le conçois très très bien. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul tableau, j'en ai fini, qui puisse exister, qui puisse naître sans qu'il y ait eu Ce combat interne. un combat. C'est un combat, mais un combat sympathique. Oui, Tu sais, on dit toujours que pour créer, il faut être passionné. Et ce qu'on oublie donc dans le mot passion, étymologiquement, il y a souffrance. oui. Et en fait, il faut qu'il y ait cette souffrance, il faut quelque chose qui t'énerve, il faut quelque chose que tu as envie de passer au-dessus. C'est comme ça que je fonctionne. Je dis pas que c'est comme ça. Non, que mais je fonctionne. c'est fort en tous les cas en réflexion. Merci beaucoup, André. C'est un vrai Merci à toi. plaisir. Merci. C'est un vrai plaisir. Alors, monsieur Lalmy, c'est pas votre peinture, c'est la peinture de feu votre papa. Tout à fait. J'aurais pu en parler parce que maintenant que je vous ai côtoyé et qu'on en a parlé ensemble, mais je pense que personne mieux que vous, enfin, en tous les cas, vos proches, peuvent en parler. Tout à fait. On vous a fait venir pour cette exposition-là pour parler justement de son œuvre et de tout ce qu'il a réalisé, qui est absolument extraordinaire et riche. Tout à fait. Riche aussi bien par les origines, par les messages et par tous les messages qu'il a laissés. Tout à fait. Voilà. En quelques mots, parce que vous avez grandi auprès d'un artiste. J'aimerais que vous nous disiez en quelques mots un petit peu comment vous viviez ça au quotidien. En fait, mon père, il dessinait depuis que je suis
Mon père dessinait depuis que je suis petit, donc je le voyais tout le temps en train de réaliser des croquis, des tableaux de peinture, des dessins assez complexes, assez singuliers. Et j'ai grandi avec ça et je me suis aussi imprégné avec cette peinture. Ça m'a marqué, ça m'a laissé un souvenir assez important vis-à-vis de son œuvre. Et quand vous étiez petit, vous expliquez un petit peu le fond de sa démarche. Tout à fait. Est-ce que, parce que je connais pas le ressenti, mais quand on voit autant de créations et autant de recherches et autant de formes, on a besoin de se questionner. Et la question, c'est en tant qu'enfant, est-ce qu'on questionne ou est-ce qu'on se dit, comme moi j'ai dit à mon grand-père, ouais, c'est de la peinture. Mais c'est une question. En fait, on a envie de se poser des questions, d'en savoir un peu plus, à ce qui le pousse à réaliser ces œuvres très particulières. Et en fait, il n'y a que lui qui peut réellement savoir ce qu'il voulait transmettre comme message. En fait, il a toujours laissé aux visiteurs, à la personne qui regarde le tableau, le soin d'interpréter à sa guise. Donc, en fait, il voulait lancer un certain message, mais il laissait toujours le choix au spectateur d'interpréter tel qu'il percevait en fait les œuvres. En fait. Donc, je trouve qu'il a laissé le choix en fait aux différentes personnes de comprendre, de lire ses œuvres à leur manière. Ce qu'on a vu hier soir, c'était votre frère. Oui, tout à fait. C'est votre frère. Oui. Qui lui aussi a un regard assez juste de l'œuvre de votre père. Oui. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il m'a montré des choses que je ne voyais pas particulièrement. Tout à fait. Il est plus vieux que vous, plus jeune. Un peu plus vieux. Un peu plus vieux que vous. Une dizaine d'années entre nous. Quand même. Tout à fait. Après, mon père, en fonction des périodes, en fait, il est passé du dessin du portrait à l'expressionnisme, à l'abstrait, en passant par le collage. Donc il a touché un peu à tous les styles d'art possibles. Et ce qui l'intéressait le plus, c'est d'imaginer la liberté des formes géométriques et de la calligraphie au sein de ces tableaux, à travers l'utilisation de l'encre de Chine, l'acrylique et de l'huile également. Parce qu'on a quand même une grande part de calligraphie dans les œuvres qu'on a exposées. Hein. Une grande part de calligraphie. Parce qu'on voit que la calligraphie, alors, il l'a exprimée d'une façon un petit peu, j'ai envie de dire, différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et regardez, on discutait il y a 5 minutes. Est-ce que vous avez vu qu'ici il y a écrit Ève? Non, je n'avais pas remarqué, tout à fait. Voilà, et je viens de m'en rendre compte. Tout à fait. C'est assez incroyable. Au fur et à mesure que je regarde cette toile, chaque fois que je viens dessus, je vois autre chose. C'est la raison pour laquelle, en fait, c'est comme un mystère qui... C'est un mystère, exactement. Qu'on perce au fur et à mesure qu'on analyse, qu'on regarde l'œuvre, en fait. Il y a à chaque fois une découverte qui est là, en fait. En tous les cas, monsieur l'ami, merci beaucoup. Merci en tous les cas pour ces commentaires et merci d'avoir amené les œuvres de votre papa. Avec plaisir. Merci. Georges. Oui. Georges Souchal. Georges, en tous les cas, merci d'abord d'être là. Merci pour ta présence. Merci parce qu'en fin de compte, tu as un sacré bout en train. Et je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Même si tu es un peu bridé par madame. Oui, bon. Bon, ça, on va pas en parler pour la tête. Non, ça les regarde pas. On va parler par contre Oui. d'enluminure. Comment t'es venu à faire ça? Quelle est ta démarche au préalable? Qu'est-ce que tu as fait avant de faire ça? Alors, avant de faire ça, j'ai fait, depuis très très jeune, j'ai fait de la peinture et j'ai eu le choix au collège, qui s'appelait lycée, j'étais bon en sport et j'étais bon en peinture. C'est-à-dire que j'avais
j'ai hésité un petit peu. J'ai dit, le prof de gym, ça t'assurera l'existence, voilà. Donc, j'ai opté Pour la gym. pour la gym. Je suis devenu prof de gym. Et en même temps, comme bon, c'est entre nous, ça laisse un peu de temps quand même, j'ai pratiqué la peinture. Mais vraiment en amateur, quoi. Surtout l'aquarelle, un petit peu la peinture à l'huile. Et puis un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 15 ou 20 ans, c'est vrai que pour moi, 15 ans, 20 ans, ça ne fait pas beaucoup. 15 ou 20 ans, j'ai découvert l'enluminure. Au départ, c'était la calligraphie. Donc, j'ai suivi des cours à Provins, cité médiévale, qui permet d'avoir quand même un petit peu de passé historique, de choses avec Thibaut de Champagne, le lycée d'ailleurs qui s'appelle Thibaut de Champagne, donc peut-être que c'est là où, je sais pas, où ça a émergé. Enfin bref, je me suis mis à l'enluminure il y a environ, à la calligraphie d'abord, dans un petit cours qui avait lieu, qui a été donné par une animatrice à Provins. Et à partir de là, donc la calligraphie, j'aimais bien la calligraphie, mais il me fallait quelque chose de plus, quoi. Donc j'ai dit, je voudrais donc l'enluminure. Alors c'est comme ça que je suis venu à l'enluminure. Puis progressivement, je me suis un petit peu intéressé à l'enluminure, donc aux livres anciens. Je suis allé au fond ancien de Provins, où on m'a montré, où la directrice donc, du fonds ancien m'a montré des livres anciens, des vrais, là, avec le parchemin et tout, que j'ai pu ouvrir. Et de fil en aiguille, quoi, j'en suis arrivé à voir. Alors donc là, ici, on a le duc de Berry qui était amateur donc, de livres et qui avait fait, comment dirais-je, c'était pas l'édition aujourd'hui à cette époque-là, c'est réalisé, voilà. Alors pour réaliser ce livre d'heures, c'est comme ça qu'ils les appelaient, c'est-à-dire où le seigneur devait avoir un certain comportement selon les heures de la journée, avait fait réaliser ce livre d'heures et il avait fait intervenir trois artistes, les frères Limbourg, qui venaient de ce qu'on appellerait la Hollande aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient les Flandres, quoi, donc l'Orient, et qui ont réalisé une partie. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le terminer. Ce qui fait qu'il y a des petites nuances des fois dans les derniers. Et puis de là, bon, je suis passé alors là à autre chose qui est toujours dans l'enluminure, et qui est le livre donc qui porte plusieurs noms, qui est en fait la Bible, qui elle a été réalisée au XIIIe siècle. Les spécialistes pensent que c'est autour des années 1250, d'après les images, d'après la manière dont on a représenté les personnages. Et on ne sait pas trop où, on ne sait pas par qui, parce que c'était anonyme. Faites votre boulot, on n'en parle plus. Voilà. Bon. Voilà, bon, je vous donne la parole. Ils sont pas devenus des stars, donc. Pardon ? Ils sont pas devenus des stars, puisqu'on ne sait pas qui c'est. Non, voilà, on peut y aller, Mais nous, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on a une star, elle s'appelle Georges Souchal. Ouais. Et là, c'est une vraie star, parce que lui, il est en train de le faire. J'avais juste une petite question. C'est quoi la peinture qui est utilisée ? Alors, la peinture que j'utilise, bon, j'ai fait, quand je faisais des petites démonstrations, je prenais les pigments, c'est-à-dire les vrais pigments. Il faut les broyer, il faut mélanger avec du jaune d'œuf, ou blanc d'œuf, pardon. Il faut arriver à avoir une peinture. Maintenant, je suis honnête, j'achète de la gouache. On n'a pas entendu. On ne veut pas écouter, tu couperas. Et comment dire ? Alors, je dilue ça, par contre, avec du fiel de bœuf. Ouais. Du fiel de bœuf pour que ça adhère à la surface. La surface étant de la peau d'animal, de la chèvre, de ça. Ouais. Donc si je le diluais à l'eau, ça ne tiendrait pas. Ça ne tiendrait pas. Voilà. Et puis, quoi d'autre ? Alors par contre, tout ce qui brille, c'est de la feuille d'or. Selon l'éclairage, là ici on la voit bien parce que là, là aussi. Là ici aussi, tout ce qui est vers le haut. Tout ce qui est vers le haut. Vers le haut, c'est... Mais enfin, ça dépend aussi comment on se positionne. Oui, il faut commencer par rapport à la lumière. Bon, en tous les cas, Georges, merci beaucoup. Et puis alors maintenant, show must go on. Donc on va y aller. Merci. Raoul, bonjour. Oui, bonjour. Alors Raoul, je découvre pour la première fois en vrai tes œuvres. Oui. Parce que
je les connais, je les ai vus, mais là, je les ai réellement. Ça fait combien d'années que tu peins? Ça fait longtemps, j'ai commencé très jeune, j'ai eu différentes périodes, j'étais céramiste, après j'ai abandonné un petit peu, puis je suis revenu à la peinture, donc ça fait bien une quinzaine d'années là que je peins à nouveau. Et alors, question sur cette toile-là, c'est du marouflage. C'est quoi ta technique? Parce que il y a de la peinture, ça c'est sûr. Mais ce que l'on voit, c'est quoi? C'est de l'aluminium? Alors oui, là, j'utilise l'aluminium là depuis peu. C'est une nouvelle façon de présenter la matière, parce que je travaille là-dessus, matière et lumière. Et donc là, oui, l'aluminium est collé, et puis tout ce qui est peinture, en acrylique, là, je vais utiliser du papier. En support, du papier en support, de la pâte de modelage de sculpteur en support aussi. Et là-dessus, je viens peindre pour donner des matières, pour donner la vie, enfin un petit peu le volume, le foisonnement un petit peu de la... Alors, de chez toi, j'avais pas vu que des choses comme ça. C'est les premières que je vois comme ça. Oui. J'avais vu d'autres collections, donc c'est pour ça que j'étais un peu surpris quand je les ai vues. Et une volonté d'avoir des formes relativement géométriques et déformées. Alors oui, généralement les formes géométriques avec des angles droits, ça représente plutôt l'humanité, l'homme et ses constructions, D'accord. sa façon d'organiser. Quand je fais le cercle, quand je fais des choses plus floues, ça représente plus la nature sans l'intervention de l'homme. Il y a toujours cette dualité entre ce que fait l'humanité et puis la nature en elle-même. Et alors bon, la question que j'avais posée hier, cette volonté, parce que d'avoir un cadre qui n'est pas droit, qui est désaxé, Oui, ça permet de déstabiliser l'univers quelque part. voilà, ça le déstabilise. Moi aussi, d'un point de vue penser, j'aime pas quand c'est tout rectiligne, tout droit dans l'ordre. Donc je décale un petit peu, oui, je mets un petit peu de travers. Je peux avoir des parties qui sortent carrément de la toile du cadre. J'aime bien ce côté qui sort, qui s'en va, qui est pas dans le cadre. Et question technique, l'aluminium que tu utilises doit être relativement épais pour pouvoir le maroufler sans le déchirer. C'est de l'aluminium classique. Classique. Qu'on utilise pour la cuisine. Et c'est le fait qu'il soit collé qui te permette de le modeler comme ça. Oui, je le froisse en fait. Je le froisse, je le défroisse et je le colle. Je recherche la matière en fait, la matière qui va donner la vie. Qui va te permettre de rêver, de voir de différentes choses. De faire des contrastes. Bah oui, en tous les cas, on peut facilement rentrer dans ta toile parce qu'elle est très profonde. Alors je parle de celle-ci en particulier, mais la manière dont ton univers a été fait, on est comme dans un trou noir, mais dans lequel on voit le bout du tunnel. Oui. Et ça apporte énormément. Oui, il y a un côté comme ça qui peut être des profondeurs, on s'en va vers quelque chose d'infini peut-être. On peut se laisser porter par ça. Bon, en tous les cas, merci beaucoup Raoul. Ouais, je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Merci. Merci. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. William. Oui. Alors, William, tu vois, là, on va profiter, toi et moi, de quelque chose qu'on n'a pas eu le temps encore de faire. On va rentrer dans le personnage de William Marcheval. Alors, il est habité. ouais, mais alors, voilà, vraiment, William aujourd'hui, je profite de cet instant qui nous est propre, à toi et à moi, d'abord pour figer le temps, pour arrêter justement et pouvoir garder une trace de ce qu'on va se dire, et pour que tu puisses me parler un peu plus dans le détail de toute cette collection que l'on a amenée, qui n'est pas finie. Non, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie, qui doit amener d'autres créations dans le temps. Voilà. D'autres collections. D'autres En collections, parallèle. exactement. Et nous apporter encore j'ai envie de dire, de nouvelles idoles. Mais prends 5 minutes de ton temps et parle-moi dans le détail, gentiment, de chacune des idoles. Chacune des idoles. Qui correspondent à quoi? Alors, chacune des idoles correspond à quelque chose de particulier. Oui, je sais. Qui sort
On ne sait pas comment, d'où ça vient, mais on va commencer, c'est pratiquement la dernière des fêtes à l'heure actuelle. D'accord. Mais on va parler par la première. C'est pratiquement le dieu des dieux. Hein. C'est l'idole du cosmos, il nous en fallait un, Ok. qui crée le Big Bang. Ok. Elle est sérieuse, mais elle n'est pas plus ennuyeuse. Elle est très ennuyeuse d'ailleurs. Si elle n'est pas ces hiéroglyphes, elle n'aura aucun intérêt. Ok. Voilà. Jusque-là, je veux bien. Attends 2 secondes. Tu as dit une phrase lorsqu'on était à Bordeaux. Tu as dit les idoles n'ont pas fait l'homme, mais c'est l'homme qui a fait les idoles. On est bien d'accord? On est d'accord. On est Je d'accord. reste là-dessus. Alors là, j'ai un problème. Parce que si tu parles du Big Bang, l'homme n'existe pas avant le Big Bang. Oui, mais c'est Ah. toute l'irrationalité du divin. C'est toute le Big Là, Bang. tu- Le Big Bang n'a pas été Là- le seul. là, Et c'est l'homme Là, après qui a dit tu- l'idole du tu- Big Bang a tu été. veux nous embrouiller là. Ah, tout à fait. Tu veux nous embrouiller. Tout à fait. Parlons de celle-là. Ah, celle-là. C'est ma petite chérie, celle-là. J'espère qu'elle t'a pas donné trop de fil à retordre quand tu l'as menée. Elle, c'est le petit grain de folie. D'accord? On a tous un petit grain de folie, une petite passion Complètement. qui part ailleurs. On sort tous des blagues. Alors, c'est l'idole petit grain de folie, déesse du gag raté, parce qu'en plus, quand on a un petit grain, nos gags sont pas toujours, nos blagues ne sont pas toujours comprises. On ramène là. Ok. D'accord. Voilà. Il y a des antidotes. Donc c'est une idole du grain de folie. C'est le grain de folie, ça se voit, elle est folle. Elle est gentille. Elle est folle, mais c'est une idole quand même. C'est une idole quand même. On a tous, Voilà. elles sont toutes imparfaites, c'est des fragmentés imparfaites. D'accord. Il ne faut pas l'oublier, il n'y a aucune perfection. Alors celle-là, c'est d'elle que tout est parti. C'est la première. C'est la première des C'est la idoles. première. Un jour, je t'ai visité, j'ai dit, il faut que je fasse une idole. Ok. D'accord. Voilà. Et j'ai commencé par ça, je fais la forme et tout. Et c'est l'idole aux erreurs, aux erreurs, non, l'idole aux défauts, Dieu des erreurs. D'accord. Parce que je pense qu'il y a pas mal d'erreurs quand on réfléchit autour de nous, certaines maladies, quand on voit les petits-enfants qui sont malades, incurables, etc., je trouve quand même que c'est quand même des gros défauts qu'on a fait, des grosses erreurs. Hein. Ouais. Voilà. Et, Enfin, comme je veux qu'elles aient des défauts, qu'elles soient imparfaites, on voit que par endroits, il y a comme des emplâtres, des rajouts, etc., des coups de pinceau qui ont débordé. Surtout, c'est pour montrer aussi qu'elles ont été trouvées, elles sont très anciennes, hein, et qu'elles n'ont pas été faites avec toute la technicité ouais, que nous avons aujourd'hui. en fait, tu nous as fait un faux. Un faux et un vrai. Un faux vrai. Un faux vrai. Voilà. Alors, juste une petite dernière question sur celle-là. Pourquoi il y a un petit personnage en haut? C'est pour montrer à quel point l'homme est petit par rapport à l'idole. Ok. Il est tout petit là-haut. Oui. Mais c'est lui quand même qui est là, pas loin. D'accord. Voilà. Et rappeler, c'est rallier l'humain un peu beaucoup plus à l'idole. Ok. Hein, il y a tout un truc, c'est montrer l'immensité de l'idole, de ce qu'a créé l'homme. C'est un peu comme si on se mettait à côté de la tour Eiffel. Moi, avec mon petit 1m60, devant la tour Eiffel, qui est énorme. C'est quand même quelqu'un qui n'était pas beaucoup plus grand que moi, Eiffel, qui l'a créé. J'ai compris. Ah, ça, c'est tout un passé. C'est tout notre monde. C'est la critique du monde moderne. Vas-y jusqu'au bout. Vas-y. Elle, c'est Alors, l'idole du digital. Ok, donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus structurée Ouais. et qu'on va trouver des zones de carrés, des ronds, des choses Dieu. beaucoup plus structurées. Des écrans. On voit un petit peu Ouais. de window. Hein, D'accord. Dieu du bug. Parce que tous, on a un dieu digital à l'heure actuelle qui prend de place phénoménale de plus en plus. Moi, ça fait 3 mois que je me bats avec Orange pour arriver à avoir une connexion correcte sur mes machines, ce qui n'arrive pas. En plus, je suis issu du monde informatique. Oui. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Et tous ces bugs auxquels on s'énerve, le Word qui ne s'ouvre pas comme il faut, le texte qu'on n'arrive pas à saisir, en fait, tout est résumé là-dedans. Bon. Voilà. Et il a un petit truc, c'est qu'on va retrouver les yeux de l'ordinateur 2001 Odyssée de l'espace. D'accord. Voilà. Et c'est une idole très riche. Il y a beaucoup d'or, beaucoup de cuivre, beaucoup de bronze. Oui, en réalité, cette idole, elle est composée de circuits imprimés. Voilà. Voilà. Celle-là, je veux bien te croire qu'elle a été créée par l'homme. Ça, sans nul doute. Tout à fait. Ah, ça c'est la petite dernière, c'est le chouchou. Hein, quelque part. Elle est, alors si tu me permets,
c'est la moins compliquée de toutes les idoles. Elle est simple. Elle était simple, mais elle a été compliquée à penser. Ah, parce qu'elle est Pour simple. faire dire ce que je Elle a voulais lui des, faire dire. elle a des bras Voilà. simples. Je voulais partir vers quelque chose qui soit une marionnette et qui représente un petit peu tout ce qui est un petit peu raté dans le cinéma, la télé, etc. D'où les films, hein, c'est l'idole au script raté, des S et des séries B, toutes ces vieilles séries B qu'on a vues, hein, dans les années 50, les années 60, début des années 70, où le décor était plus ou moins carton-pâte, ainsi de suite. C'est ce que j'ai voulu représenter. Alors c'est pas si simple que ça de lui donner ce côté un peu marrant, un peu détaché, un peu marionnette, et faire ressortir, enfin, j'espère y être arrivé, je ne suis pas sûr. Et être arrivé à faire ressortir les mauvais décors et tout dedans, mettre cette ambiance qu'on avait à cette époque-là quand on le regarde maintenant. Et The Last One, Alors, ça, c'est l'idole du secret, déesse des mystères. Elle capte tout ce qu'elle entend, elle voit tout ce qu'elle entend, elle garde, elle comprend et elle ne dit rien. D'où sa petite bouche en partie. Voilà. Ses antinomies, ses difformismes au niveau des yeux. j'ai compris. J'ai Il y a compris. beaucoup de choses. Mais toutes sont peu reliées, parce que si on regarde bien, toutes ont quelque part un semblant de circuit imprimé. On les retrouve un petit peu là, sous une forme. On va les retrouver ici, Là. dans certaines formes. Là, on les retrouve Ici, hein, là-bas. là, ici, et ici. Alors lui, celui qu'il faut rajouter, c'est qu'il a comme une larme, mais enfin, quelque part, c'est pour les erreurs du peintre, hein, c'est un stylo. Merci beaucoup, Voilà, William. je te dis. William, en tous les cas, maintenant, j'ai de quoi parler de chacune d'entre elles. Mais si je peux te dire que celle qui me plaît le plus, c'est celle-là. Voilà. Et je tenais à te le dire. Et je te dis, tu verras quand tu verras la famille. Ah bah, on va voir la ça famille. va. Et il y a la famille et le monde sous-marin, il est déjà prêt. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, William. De rien.